Aujourd'hui, nous allons parler des modes de cuisson. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Les modes de cuisson à la loupe. La tendance est au cru, et la cuisson est accusée de tous les maux. Destruction des vitamines et des enzymes, élimination d'une partie des minéraux, fabrication de substances indésirables, etc. Pourtant, la cuisson offrant également des avantages, la question n'est en réalité pas de savoir si nous devons cuire ou non les aliments, mais comment les cuire afin de préserver au mieux leurs nutriments. Ce n'est pas un hasard si le lieu où l'on prépare les aliments s'appelle une cuisine. Si préparer à manger, c'est d'abord cuire, c'est que de nombreux aliments sont peu appétants et difficilement digestibles lorsqu'ils sont consommés crus. Et les aliments presque toujours mangés cuits sont justement ceux qui sont le plus consommés dans le monde. Céréales, légumineuses, tubercules. Leur cuisson gélatinise l'amidon qu'ils contiennent, ce qui facilite grandement sa dégradation par l'amylase, l'enzyme qui permet sa transformation en glucides assimilables par notre organisme. On peut certes manger des céréales et certaines légumineuses crues après germination, mais seulement en petite quantité. Plus généralement, la cuisson permet l'ouverture des cellules, ce qui facilite la digestion de leur contenu. Autre raison, et non des moindres, l'aspect gustatif. La cuisson crée en effet des saveurs absentes des aliments crus. Cependant, malgré ces avantages, la cuisson peut en effet altérer la qualité des aliments. Il est alors nécessaire de connaître les différentes possibilités existantes, car tout dépend de la manière dont est pratiquée la cuisson. Les différents modes de cuisson. Mis à part le micro-ondes, il existe deux grandes familles de modes de cuisson, les humides et les sèches. Les cuissons humides se font en présence d'eau ou de vapeur d'eau. Ce sont principalement les cuissons à l'eau, à la vapeur, à l'étouffée, au bain-marie et à la marmite à pression, la cocotte minute. Elles ont en commun que la cuisson se fait à 100 degrés ou à une température légèrement inférieure, sauf avec la marmite à pression où elle se fait entre 110 et 120 degrés. Les cuissons sèches sont celles à la poêle, au four, au grill, à la plancha et au diable. Elles se font presque toujours à des températures supérieures à 100 degrés, pouvant même atteindre 250 degrés. Quel récipient choisir? Pour les cuissons humides, l'inox est incontestablement le matériau de base. Pour les cuissons à l'étouffée, on peut aussi utiliser la fonte ou la terre vernissée. Des récipients émaillés sont également possibles, mais ils sont plus fragiles que l'inox. Pour les cuissons au four, on peut ajouter la porcelaine à feu, le pyrex ou la terre. Concernant les moules en silicone, les dernières études ont montré qu'il fallait éviter ceux de mauvaise qualité. Les moins chers sont en effet produits avec du silicone au peroxyde et libèrent des substances nocives au contact de fortes températures. De même, évitez les moules en PTFE et PFOA. Ainsi, vérifiez les étiquettes et, dans le doute, lavez puis graissez vos moules avant une première utilisation. Il faut éviter les revêtements en téflon, mis en cause en raison de la présence de résines synthétiques produisant des fumées toxiques lorsqu'elles se décomposent sous l'effet de températures excessives. De nombreux fabricants proposent aujourd'hui comme alternative des revêtements anti-adhérents en céramique, présentés comme 100% naturels. Ils sont en effet à base de silice, mais contiennent également, ce que les fabricants se gardent bien de préciser, une résine synthétique dont la formule exacte est un secret de fabrication, mais qui est très probablement de la même famille chimique que celle présente dans le téflon. Ces revêtements semblent par ailleurs se détériorer assez vite. Rien de mieux finalement qu'une bonne poêle en inox ou en fonte. Quelle source de chaleur pour cuire? Gaz, électricité, bois, telles sont les trois principales sources de chaleur disponibles, la cuisson solaire mise à part. En matière d'impact sur la santé, on dispose de très peu de données scientifiques. Une étude norvégienne a conclu que la cuisson de la viande émet davantage de composés potentiellement toxiques, tels que naphthalène ou particules fines, lorsqu'on utilise le gaz qu'avec des plaques électriques. Cependant, pour une utilisation domestique et si la cuisine est équipée d'une hotte, il ne semble pas que le gaz puisse poser de problèmes de santé car les quantités émises restent très faibles et très ponctuelles. On entend souvent dire que les aliments ont meilleur goût lorsqu'ils sont cuits au bois ou à la rigueur au gaz qu'à l'électricité. Peut-être, mais il faudrait des dégustations à l'aveugle pour le vérifier. Par contre, l'impact sur l'environnement est plus facile à mesurer. Le bois, énergie renouvelable, est évidemment avec la cuisson solaire le meilleur choix, mais il s'avère peu commode en ville. À la campagne, une cuisinière à bois est une excellente solution, d'autant plus qu'il existe maintenant des cuisinières à granulés qui ont une grande autonomie.
Le pire choix est l'électricité, dont le rendement énergétique est très mauvais et est principalement d'origine nucléaire. Quant à l'impact de la cuisson solaire sur la qualité des aliments et sur la santé, on ne dispose pas de données scientifiques, mais le critère principal, comme pour les autres modes de cuisson, reste la température. Tant qu'elle reste voisine de 100 degrés, aucun risque, mais il faut faire attention avec les cuissons à haute température, ces dernières pouvant être réalisées notamment avec les cuiseurs solaires à concentration, c'est-à-dire qui concentrent les rayons du soleil. Comment cuire sans détruire les vitamines et minéraux ? La sensibilité à la chaleur des vitamines est variable. Si la vitamine C est la plus sensible et la B12 la moins sensible, toutes sont cependant partiellement détruites par la cuisson en général et surtout par les cuissons prolongées en particulier. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la technique la moins destructrice est la cuisson à l'eau. Mais une proportion croissante des vitamines et des minéraux contenus dans les légumes passe dans l'eau au fur et à mesure que la cuisson se prolonge. La cuisson à l'eau est donc une excellente technique, à condition de consommer l'eau de cuisson, généralement sous forme de soupe, mais seulement si les légumes sont bio, non traités avec des produits de synthèse. Viennent ensuite les cuissons à la vapeur et à l'étouffée, avec une destruction souvent un peu plus faible avec ces dernières, à moins de consommer l'eau présente dans la partie inférieure du cuit-vapeur. En effet, la vapeur, en retombant, entraîne avec elle une petite quantité de vitamines et de minéraux. Les cuissons à la poêle, au four ou en friture sont plus destructrices. Un autre facteur essentiel est évidemment la durée de cuisson. Plus elle est longue, plus les vitamines sont détruites. Les vitamines et les modes de cuisson. Solubles dans les graisses mais pas dans l'eau, les vitamines A, D, E et K sont peu sensibles à la chaleur. Dans certains cas, la cuisson les rend même plus assimilables. Contrairement aux autres vitamines, la cuisson à l'eau les détruit moins que les autres modes de cuisson. Rappelons aussi que l'on peut fabriquer, entre guillemets, des quantités importantes de vitamine C dans sa cuisine en faisant germer des graines. Cuisson et antioxydants. Les antioxydants sont ces précieux constituants de nos aliments qui, comme leur nom l'indique, s'opposent à des réactions d'oxydation excessives dans notre organisme, lesquelles favorisent le vieillissement et de nombreuses maladies. Les antioxydants les plus abondants dans notre alimentation sont les caroténoïdes, principalement le bêta-carotène et le lycopène, la vitamine C, la vitamine E, le tocophérol et les polyphénols. Leur devenir lors de la cuisson est très variable, à la fois selon le type d'antioxydant et selon le mode de cuisson. Alors que, comme nous venons de le voir, la plupart des vitamines sont partiellement détruites par la cuisson, il en va autrement de la plupart des antioxydants qui voient parfois leur teneur augmenter lors de la cuisson. Non pas parce que cette dernière les fabrique, mais parce qu'elle les libère. Le cas le plus connu est celui du lycopène, de 3 à 5 fois plus abondant dans les tomates cuites que dans les crues, mais ce n'est pas le seul. Il n'est pas rare en effet que la cuisson augmente la quantité disponible en polyphénol, en bêta-carotène et en vitamine E de certains aliments, ainsi que leur pouvoir antioxydant global. Cependant, les résultats sont très différents d'un légume à l'autre. La cuisson fait augmenter les teneurs en bêta-carotène et en alpha-tocophérol du brocoli quand elle fait baisser celle du poivron. Une autre étude confirme l'importante augmentation des teneurs en antioxydants, sauf la vitamine C, lors de la cuisson. Pour certains légumes comme le brocoli, les cuissons humides, à la vapeur ou à l'eau, augmentent la biodisponibilité des caroténoïdes et de la vitamine E. Pour les autres, l'impact de la cuisson sur la teneur en antioxydants est très variable, parfois positif, parfois négatif. Reste une inconnue. Lorsqu'il y a augmentation, retrouve-t-on au niveau des quantités assimilées par notre organisme les augmentations trouvées à l'analyse. Comment cuire sans fabriquer de substances toxiques ? Des cuissons mal maîtrisées peuvent faire de nos aliments de véritables menaces pour notre santé. Benzopyrène et autres substances mutagènes et cancérigènes. Ces substances, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, peuvent se transformer lors de la cuisson de la viande et du poisson à haute température. La quantité formée augmente avec la durée et la température de cuisson, la teneur en matière grasse et en eau de l'aliment, que ce soit de la viande ou du poisson, le mode de cuisson et, pour le barbecue, la nature du combustible. Un moyen intéressant et méconnu de réduire la formation de ces substances indésirables est de faire mariner la viande ou le poisson avant de les cuire. On peut ainsi diviser par 10, voire davantage, la quantité de HAP formée. Voyons maintenant ce qui concerne l'acrylamide. Cette substance cancérigène se forme lors de la cuisson à haute température d'aliments riches en amidon. Elle est particulièrement abondante dans les chips, les frites et les crackers, la quantité variant beaucoup avec la température et la durée de cuisson. Les huiles de cuisson, gare à la fumée. Chaque huile se caractérise par son point de fumée, c'est-à-dire la température à laquelle elle commence à fumer.
Les huiles à point de fumée bas ne doivent être consommées que crues. Il s'agit des huiles de lin, de colza et de tournesol non raffinées, ainsi que de l'huile de noix. Celles qui supportent des températures plus élevées peuvent être utilisées en cuisine, mais il ne faut jamais les laisser fumer. Ce sont l'huile d'olive extra vierge, l'huile de sésame ou encore l'huile d'arachide. Respirer trop souvent, la fumée qu'elle dégage se révèle en effet cancérigène. Intrigués par le fait qu'en Chine et à Taïwan, le taux de cancer du poumon est élevé chez les femmes, même non fumeuses, qui travaillent dans la restauration, des chercheurs ont trouvé que les responsables étaient les fumées des huiles avec lesquelles elles cuisinaient. Quels sont finalement les meilleurs modes de cuisson? Il faut distinguer deux grandes familles de cuisson, les cuissons humides et les cuissons sèches. Les cuissons humides regroupent la cuisson à l'eau, à la vapeur et à l'étouffée. Dans cette dernière, les aliments, le plus souvent des légumes, cuisent dans leur propre eau. Les cuissons humides sont incontestablement les plus saines. Elles détruisent peu les vitamines, si elles restent brèves, et ne fabriquent pas de substances toxiques du fait que la température reste toujours aux alentours de 100 degrés. Elles peuvent également être utilisées pour des aliments souvent grillés ou cuits au four, comme le poisson ou certaines viandes. De nombreux poissons sont excellents au court-bouillon ou à la vapeur. Il ne s'agit pas pour autant de renoncer aux cuissons sèches, four, grill, poêle, crêpière, diable ou encore friture. Ce sont les seuls possibles pour de nombreux aliments, comme le pain, les pâtisseries, les crêpes ou encore les viandes à griller. Elles donnent par ailleurs naissance à des saveurs impossibles à obtenir avec les cuissons humides. Contrairement à ces dernières, elles s'effectuent à des températures élevées pouvant dépasser de 100 degrés. On peut cependant les utiliser sans crainte à condition d'alterner avec des cuissons humides, de rester attentif à la température et à la durée de cuisson et de ne pas abuser de la friture et du barbecue. Finalement, doit-on manger plutôt cru ou cuit? Le crudivorisme a le vent en poupe. Est-ce à dire qu'il faut tout ou presque tout manger cru? Les arguments majeurs des crudivores sont que les aliments crus sont vivants alors que les cuits sont morts, la cuisson détruit les vitamines et que, au-delà de 42 degrés, les enzymes contenues dans les aliments sont inactivées, ce qui en prive notre organisme. Cependant, en matière de vitamines, nous avons vu que leur destruction dépend fortement du mode de cuisson et de sa durée. Par ailleurs, la cuisson rend plus assimilables d'autres constituants utiles des aliments. Il est exact que les enzymes sont très sensibles à la chaleur et ne résistent pas à des températures élevées, mais cela dépend bien du type d'enzyme. Enfin, il est incontestable que l'alimentation du Français ne contient pas assez d'aliments crus. La seule question étant, en définitive, de savoir où mettre le curseur dans la proportion de cru et de cuit. Et si c'était finalement à chacun de le décider en fonction des réactions de son organisme. Pour finir, je vous propose de voir en détail les différents modes de cuisson et leurs impacts sur la santé, de la cuisson la plus humide à la cuisson la plus sèche. La cuisson à l'eau, qui est une cuisson brève. Il y a peu de vitamines détruites et pas de substances toxiques. La cuisson à l'eau, qui est une cuisson longue. Les vitamines sont très peu détruites, mais il y a une migration d'une partie d'entre elles et des minéraux dans l'eau. Il y a une très faible destruction de la vitamine C pour les pommes de terre cuites avec leur peau, et il n'y a pas de substances toxiques. La cuisson à la vapeur. Les vitamines sont peu détruites et il n'y a pas de substances toxiques. La cuisson à l'étouffée. Les vitamines sont peu détruites et il n'y a pas de substances toxiques. La cuisson à l'autocuiseur. Les vitamines sont moyennement détruites, il n'y a pas de substances toxiques. Cette cuisson permet des économies d'énergie pour les aliments nécessitant une cuisson longue, car le temps de cuisson est réduit par rapport à une cuisson classique, avec les autocuiseurs à gaz. La cuisson à la poêle. Les vitamines sont moyennement détruites. Il y a un risque limité de formation de substances toxiques. La cuisson au diable. Il n'y a pas de données scientifiques. Avec cette cuisson, la destruction des vitamines et les risques de création de substances toxiques sont probablement inférieurs à la cuisson au four, car la température est moins élevée. La cuisson au four. Les vitamines sont fortement détruites pour les cuissons longues et à température élevée. Il y a un risque de formation de substances toxiques, notamment lors du brunissement en surface. La cuisson au grill. Les vitamines sont moyennement à fortement détruites. Il y a un risque de formation de substances toxiques, HAP, si la température et la durée de cuisson sont élevées, notamment en cas de brunissement en surface. La cuisson au barbecue. Les vitamines sont moyennement à fortement détruites. Il y a un risque de formation de substances toxiques HAP élevé, en particulier avec les viandes grasses. Ce risque est fortement diminué avec un barbecue vertical. Et enfin, la cuisson en mode friture. Les vitamines sont partiellement détruites. Il y a un risque de formation d'acrylamide si les frites brunissent. Et également une augmentation de la teneur en matière grasse des aliments. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu.
Je vous invite à dire en commentaire quels sont les modes de cuisson ainsi que les récipients que vous utilisez chez vous et si vous souhaitez les changer, vers lesquels vous allez vous tourner. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut aider et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.